Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance pour les athlètes hybrides, c'est-à-dire les athlètes qui font de l'aérox, mais pas que. On a également pour les athlètes qui font du crossfit ou tout simplement qui ont envie d'améliorer leur condition physique. Et cette séance, elle est directement tirée de la programmation Honor, qui est une programmation qui vise à préparer pour le Murph. Donc le Murph, c'est le WOD mythique que certainement vous connaissez déjà, à savoir 1 mile de course, donc 1600 mètres, 100 pull-up, 200 push-up, 300 air squat et de nouveau 1600 mètres de run. Le tout avec un gilet lesté de 9 kg pour les hommes, de 6 kg pour les femmes. C'est un WOD ultra complet, donc forcément, si on veut se préparer à ce WOD, il va falloir avoir une préparation physique qui sera à 360 degrés. Et donc, comme je vous ai dit, cette séance, elle est issue de cette programmation. Et il s'avère que ça ne s'adresse pas que aux gens qui veulent préparer le Murph, ça peut s'adresser très bien à un autre type de profil, comme je l'ai dit en intro, comme par exemple les gens qui font de l'Irox. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, la programmation, elle dure 3 mois. Elle est semi-personnalisée, donc c'est l'un des avantages majeurs qu'on a choisi. Ça veut dire que vous aurez le choix entre 5 séances optionnelles pour compléter les 3 séances de base de la programmation. Donc chaque semaine, vous piochez dans un total de 8 séances globales en fonction de vos points forts et vos points faibles qui ont été testés au début de la programmation. Oui, on a mis en place un espèce de barème. Donc, avant de démarrer la programmation, vous avez une semaine de tests. Et en fait, c'est en fonction de ces tests et du barème que vous allez pouvoir ajuster. Alors, vous choisissez soit de travailler sur vos points faibles, mais vous pouvez aussi refaire ce que vous aimez bien. Ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, c'est modulable en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Comme l'a dit Robin précédemment, cette programmation, elle s'adresse à 3 types de publics différents. On a les crossfitters bien sûr qui veulent préparer le Murph et développer leurs conditions physiques de manière globale. On a le public type Irox puisque c'est très similaire au type d'effort, la typologie d'effort qu'on va retrouver sur un Irox, donc très intéressant hors saison ou en complément, ou même pour un challenge qui change un petit peu de... Ouais, parce qu'on a de la course à pied, comme en Aerox. Ouais. Alors, il y en a moins qu'en Aerox, mais il y en a quand même pas mal en comparaison à d'autres WOD. Et il y a un gros travail d'endurance musculaire, à la fois sur le haut du corps et le bas du corps. Donc peut-être plus sur le haut du corps en Aerox, mais globalement c'est la même typologie, et surtout au niveau de la durée. Parce que l'Aerox c'est quoi? C'est un Aerox, c'est pour les meilleurs, c'est sous l'heure, mais la majorité des gens c'est entre 1 heure et 1 h 30. Un Murph, on est clairement dans les mêmes temporalités, quoi. C'est un poil plus court, mais Ouais. globalement on reste sur de l'endurance cardiovasculaire et beaucoup d'endurance musculaire. Donc beaucoup de similitudes, donc c'est intéressant aussi, on peut s'adresser à ce type de public. Et le dernier point, l'un des plus importants aussi, c'est les futurs opérationnels ou ceux qui sont déjà en service, puisque l'objectif principal de la programmation c'est de rendre un hommage à tous les militaires ou tous les opérationnels qui sont décédés en service au travers de cet effort. Donc c'est d'abord une très bonne manière de se préparer à un contexte opérationnel et également à des sélections. Donc que vous soyez déjà militaire ou futurs opérationnels, vous pouvez aller vers ce type de programmation. Vous allez développer une capacité à 360 degrés et vous serez capable d'accomplir le WOD Murph et d'accomplir tout type d'effort type militaire de la meilleure des façons. Je précise que toi tu es coach maintenant, mais c'est ton ancienne carrière, tu étais dans les forces armées, sans forcément préciser le régiment, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un besoin auquel tu avais envie de répondre, puisque c'est un public que tu connais très très bien, pour t'en avoir fait partie, quoi. En fait, c'était la bonne occasion de réunir ces 3 types de publics et de faire une programmation qui s'adresse un peu à tous et qui s'adapte en fonction de chacun. Qu'on essaie de se différencier un peu de la programmation généraliste et qu'elle puisse répondre à un maximum de problématiques différentes. Donc pour que vous compreniez bien cette séance, là, ceux qui ont commencé à suivre la programmation, on arrive à la fin du 2e mois de programmation. Le premier mois, c'est le développement de la capacité de travail. Donc on essaie d'augmenter le volume de travail que le corps est capable de supporter pour arriver à la fin à la partie vraiment spécifique du Murph. Donc le premier mois, ils ont développé la capacité, ils ont acquis une grosse capacité de travail. Le 2e mois, on est sur la partie puissance et qualité fine, on va dire. Donc tout ce qui est vitesse, travail spécifique, particulier en technique sur les mouvements gestuels problématiques. On a un gros bloc de développement autour de l'explosivité et de la puissance. Et donc ils arrivent à la fin de ce mois-là, et le 3e mois ce sera la partie vraiment spécifique, donc spécifique aux efforts purement type Murph. J'ai une question pour toi. Quel est l'intérêt, c'est la question que je pourrais te poser, de développer la puissance alors que je suis sur un sport d'endurance musculaire, d'endurance cardiovasculaire?
Donc je suis sur un sport, on va dire entre guillemets, de capacité de travail. Mhm. Comme on a déjà fait la capacité de travail, quel est l'intérêt pour toi de venir amener du travail de puissance? Alors l'intérêt d'amener du travail de puissance, c'est vraiment pour, plus on développe la capacité la plus élevée, plus elle va se déverser dans les capacités simples, entre guillemets. C'est ça qu'il faut comprendre, j'essaie de le simplifier, mais c'est comme si... faut comprendre que si vous augmentez votre capacité sur un air squat, vous n'allez pas augmenter votre max au squat. Vous voyez? L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que si vous augmentez votre max en squat, votre air squat au poids du corps vous coûtera beaucoup moins d'énergie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, c'est un peu pareil avec la puissance. Plus on a une puissance max qui est élevée sur de la poussée, plus ça va être facile de réaliser un geste simple au poids du corps à vitesse plus lente ou sous fatigue. C'est exactement la même chose sur de la force max, où voilà, force max, puissance max, explosivité max, ça a des intérêts qui vont se déployer dans des situations un peu sous fatigue dégradées. Donc l'idée c'est de réduire entre guillemets le coût marginal de la répétition supplémentaire, quoi. Voilà. Marginal d'une répétition. Il y a- En gros, grosse simplification. Entre autres, il y a énormément d'autres bénéfices. Vous allez avoir une meilleure transmission de l'influx nerveux, donc votre signal sera meilleur. Et forcément, ça va vous permettre de développer beaucoup plus de watts, donc de puissance, dans tous les aspects qu'on va travailler. Là, en l'occurrence, c'est ça qui est intéressant dans la séance, on va le voir après, mais on travaille vraiment presque à 360 degrés. On travaille la poussée, le tirage et les membres inférieurs, chaîne antérieure, chaîne postérieure, vers l'avant ou en vertical. Donc on essaie vraiment de développer la puissance à 360 degrés, donc ça c'est intéressant. Et puis l'autre intérêt, c'est par rapport à ce qu'on disait, pour les futurs opérationnels ou les gens simplement qui veulent être complets. On ne peut pas parler d'athlète hybride si l'athlète hybride, il sait uniquement faire des 1000 mètres dans de très bonnes conditions, mais il ne sait pas sprinter, il ne sait pas sauter, il ne sait pas lancer. Un athlète hybride, il faut qu'il ait un maximum de les plus larges possibles. Et là, on peut parler vraiment de développement 360 d'hybride. Voilà, tout simplement. Okay. Alors, cette séance, celle qu'on a choisie aujourd'hui, c'est la séance principale de chaque semaine de programmation. On va dire, vous ne pouvez pas faire sans. C'est pour ça qu'on l'a choisie, elle est très pertinente. Elle travaille l'ensemble du corps dans énormément de modalités différentes. Surtout, elle est condensée et elle permet vraiment, en un temps quand même assez restreint, de tout travailler. Donc c'est ça qui est intéressant, on va dire c'est la séance de construction de la semaine. Il y a 3 séances principales, une séance de développement-construction qui est celle-ci, où là vraiment on construit des qualités, la séance conditionnement qui est vraiment orientée spécifique course à pied, et la 3e séance c'est une séance simulation spécifique, où là on se challenge sur un effort de type vraiment spécifique qui est similaire à l'entraînement du Murph final. Alors la séance elle se décompose au total 4 blocs principaux si on ne compte pas le warm-up. L'échauffement, bloc 1, bloc 2, bloc 3 et derrière on tournera le tableau, vous avez l'entraînement final, un petit metcon, un WOD globalement, un WOD bien costaud. Donc le warm-up il sert simplement à la montée en température du corps, à préparer l'effort, commencer à le mobiliser et préparer aussi également les différentes liaisons segmentaires, donc éviter qu'on ait de l'instabilité au niveau scapulaire, au niveau du bassin, pour que quand on attaque le travail de puissance, vraiment le corps soit suffisamment chaud pour encaisser ce type d'intensité. Donc on commence avec 2 minutes d'éco-bike, suivi de 2 minutes ski erg. Là il y a une petite spécificité, on travaille jambes tendues sur le ski erg, ça c'est intéressant pour vraiment l'étirement de la chaîne postérieure. Après on travaille sur la ligne scapulaire avec des scapula push-up, des hoover push-up qui sont intéressants pour le gainage, ça sert aussi pour la mobilité des poignets, les hoover push-up. Donc on se prépare parce qu'on a du front squat sur le bloc 2. Donc on essaie de pareil. À chaque fois on réfléchit quand on construit cette séance en termes de rentabilité du temps, puisque ça doit pouvoir convenir à des opérationnels qui ont des temps restreints, qui s'entraînent en mission. Donc c'est un des intérêts de la programmation, on va dire, c'est relativement condensé et efficace au maximum. Et en même temps, comme c'est un push-pull leg, on peut rien laisser oui, au hasard. Ouais. Donc des lunges où on va aller chercher un maximum d'étirement et aussi la mobilité de cheville. Les scapula ring row et les ring row pour la partie tirage. Et après on termine avec un peu de mobilité, le World Greatest Stretch, très intéressant pour les hanches, les fléchisseurs. Ensuite vous avez le bloc numéro 1
donc qui est orienté développement de l'explosivité et de la puissance. Là, on est à la fin du deuxième mois, il est un peu plus spécifique sur la partie explosivité. La différence entre l'explosivité et la puissance qu'il faut retenir, c'est que l'explosivité, c'est produire le maximum de puissance dans le temps le plus court possible, de puissance et de force dans le temps le plus court possible, alors que la puissance, c'est vraiment la force fois la vitesse. C'est deux choses différentes. Là, sur ce bloc, si on regarde bien, à chaque fois qu'on va produire un geste explosif, on va être statique. On va partir de la position statique à la position dynamique dans le temps le plus court possible. Donc on est vraiment orienté explosivité sur ce bloc. Au cours de la programmation, vous allez travailler des fois en puissance, des fois en vitesse, des fois en explos. Donc ça c'est géré et c'est programmé de cette manière-là pour vraiment que ça développe l'ensemble des qualités physiques. Donc comment on a choisi? On a choisi un EMOM de 12 minutes réparti, divisé en 4, où on a de la poussée dynamique, où on a des sprinter box jump avec en unilatéral. Donc là, c'est simplement pour travailler vraiment un intérêt principal sur le développement de la foulée et de la puissance de la foulée. Donc la propulsion en unilatéral et aussi la montée de la hanche. Donc très intéressant. Ensuite, le bloc 3, c'est des speed ring row. Donc là, c'est pour développer l'explosivité, la puissance sur le tirage. Et ensuite, on termine avec des broad jump, mais sans contre-mouvement. Donc là encore, pour développer l'explosivité. Donc les broad jumps sont très intéressants pour ce qu'on appelle le cycle arrière. Le cycle arrière en course à pied, c'est toute la partie propulsion. C'est quand on pousse dans le sol et que ça avance les hanches. Donc le sprinter box jump, il travaille le cycle avant et le cycle arrière, la partie montée de hanche et la propulsion. Et les broad jump, on va se focaliser vraiment sur la propulsion, le cycle arrière. On va tout travailler à RPE 10. Et je peux expliquer pourquoi RPE 10 là-dessus, parce que les gens pourraient se dire RPE 10, donc je rappelle ce que c'est le RPE, c'est la difficulté, l'intention qui est mise dans les exercices, donc RPE 10 c'est le maximum. Donc on pourrait se dire, attends, c'est un premier bloc de la séance, je monte RPE 10. C'est bizarre quand même. Tu peux expliquer pourquoi? Oui, tout à fait. En fait, déjà, on le met en premier, ce bloc-là, puisqu'on a besoin que le système nerveux central soit frais, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pré-fatigué. Puisque là, c'est du travail très fin, c'est de l'intensité maximale. Si on veut créer des adaptations, il faut que le système nerveux soit complètement frais et disponible. Donc c'est pour ça qu'on le met en 1. Et ensuite, l'intention, c'est parce qu'il ne se produit pas suffisamment d'adaptation à la suite de ce type d'effort si on ne travaille pas à intensité maximale ou quasi maximale. Ça, c'est très important quand vous voulez développer la puissance. Cette notion d'intention, elle est primordiale. Donc c'est pour ça qu'on travaille l'ensemble à RPE 10 et que vous voyez, vous avez très peu de répétitions. Vous avez 3 répétitions au cours d'une minute. Donc on va vraiment chercher à les fragmenter, à les partitionner pour à chaque fois maintenir la qualité et le niveau d'intention. Et surtout, c'est un format qui ne va pas laisser de traces parce que l'intensité, enfin en tout cas l'intention donnée, elle est maximale. Par contre, les charges de travail, elles sont légères puisque l'objectif c'est de produire de la vitesse, produire de la puissance. Donc on ne travaille pas avec une barre chargée au maximum, ce genre de choses, quoi. Tout à fait. On aurait pu choisir de travailler avec des mouvements d'haltérophilie ou de travailler par exemple sur du sprint. Le problème, c'est que c'est des types de mouvements qui ont quand même un ratio risque-bénéfice relativement correct, mais inférieur à ceux qu'on a choisis, puisqu'il y a quand même toute la technicité, la motricité et un risque de blessure qui est largement accru sur du sprint ou sur de l'haltérophilie. Donc on préfère choisir des mouvements un peu plus simples qui ont quasiment autant de bénéfices, mais qui sont beaucoup plus accessibles aussi à un grand nombre de personnes, qui ne nécessitent pas beaucoup de spécificité et de travail préparatoire. Alors ensuite on passe au bloc 2 et au bloc 3 qui ont à peu près les mêmes objectifs. C'est globalement le développement de l'endurance de force et de la capacité musculaire, de la prise de masse musculaire. Okay, vous allez avoir double bénéfice. On va gagner en endurance de force et se développer musculairement. Donc on a choisi des mouvements polyarticulaires, à part pour le GHR, s'il est bien exécuté, on est sur un monoarticulaire, mais pareil, ultra intéressant, parce qu'il a un haut niveau de tension et d'étirement, donc il crée beaucoup d'adaptations. Donc c'est des grands basiques qu'on a choisis, mais ils sont ultra efficaces. Donc si vous les exécutez bien, vous aurez des résultats, c'est sûr à 100%. Le bloc numéro 2, donc on travaille sur un EDOMOM, donc un passage toutes les 2 minutes qui est alterné entre de la poussée
et du squat. Toutes les 2 minutes, un seul exercice, je précise. Toutes les 2 minutes, un seul exercice. Donc là, on travaille à RPE 9, donc quand même très élevé en intensité, mais c'est normal, ils sont à la fin du mois, donc on augmente l'intensité. De la minute 0 à la minute 2, on va faire 8 dips à RPE 9 ou 75-85% du 1RM. Ça sera exactement la même chose de la minute 2 à la minute 4, mais cette fois avec des front squats. Donc 8 front squats à RPE 9 ou alors à 75 ou 85% du 1RM. Pourquoi on met une fourchette? Parce que beaucoup de gens ont du mal à se situer sur le travail au RPE. Pour autant, nous, c'est le système qu'on a choisi puisque c'est celui qui permet la meilleure autorégulation en fonction de votre niveau de forme. Donc qui s'adapte, qui vous permet d'individualiser vraiment votre programmation en fonction de votre forme du jour. Et c'est l'un des objectifs de la programmation. On met quand même une fourchette si jamais vous êtes un peu perdu. Ça vous permet d'orienter un petit peu votre travail. Mais le RPE reste prioritaire quoi qu'il arrive. Donc poussée verticale et travail de flexion de jambe avec la barre en front, quoi. Poussée en compression et là on a les quadriceps. Et si on regarde bien après ce qui va se passer, c'est que sur le bloc 3, on va faire les antagonistes. Donc le bloc 3, c'est un peu le même système. On est toujours sur du 8 reps par bloc de 2 minutes, cette fois avec des strict pull-up et des GHR. À des RPE un peu plus faibles par contre. Oui, parce que ça arrive en bloc aussi 3, donc il y a déjà la pré-fatigue. Exactement, et puis surtout parce qu'on va le voir après, parce que le WOD qui va y avoir après, l'entraînement, on va dire conditionnement, va être autour du tirage. Donc on essaie de un peu moins mettre l'accent, donc on reste à RPE 8 sur les pull-ups. Par contre sur le GHR on monte quand même jusqu'à RPE 8,5. Et donc comme je disais, on est sur les antagonistes. On a travaillé les pectoraux, les triceps sur le bloc 1. Sur le bloc 2, on va travailler toute la partie haut du dos et grand dorsal. Et même au niveau de la mécanique de mouvement, là c'est poussée verticale, là c'est tirage vertical. Exactement. Et là on a travaillé les quadriceps dominantes sur le front squat. Et à l'inverse, sur le bloc 3, on va travailler les ischios avec le GHR, le gluteum raises. C'est un très bon exercice. Voilà, donc là, le bloc 2, ce qu'il faut retenir, bloc 2 et 3, c'est développement musculaire. Et il y a un autre intérêt aussi de ce type de format, c'est qu'on commence à préparer aussi les associations de patterns. C'est-à-dire, on s'habitue à travailler la poussée, faire de la force et du travail sous fatigue, puisqu'on est contraint par le temps, et enchaîner directement avec des squats. Et c'est ce que vous allez retrouver soit dans un contexte opérationnel, soit dans un IROX, soit le jour du Murph, quand vous serez confronté aux différents enchaînements entre les exercices. Et je confirme, pour l'avoir pratiqué moi-même et pour avoir vu les autres faire la même typologie d'entraînement, quand on voit la séance comme ça, on se dit que ça va être un entraînement de type musculation classique, parce qu'il y a quand même des gros temps de récup, mais en fait le volume et le fait de faire en superset, malgré tout, en fait, le cardio il monte un petit peu et quand on doit y retourner, c'est un peu dur. Ouais, c'est clair. C'est surprenant. Oui, en fait, voilà, on a un travail d'association des patterns sous contrainte métabolique. Donc la contrainte métabolique, elle est liée au temps qui est restreint et en plus aux charges qui sont élevées. Donc on a vraiment le cœur qui monte quand même de façon assez importante. Et on arrive au bloc final, donc un for time qui n'a pas de time cap. Malheureusement. Ça c'est le petit bonus. On travaille RPE 8,5, donc ça c'est rarement respecté parce que les athlètes se challenge sur ce format-là. Oui, puis je trouve que c'est dur d'avoir un RPE parce que le RPE, généralement, en début de WOD, on se sent bien. Ouais. On est RPE 5-6 et puis on finit sur les dernières minutes. Si on nous pose la question, on est RPE 10. C'est ça, et puis surtout quand on s'entraîne à plusieurs, forcément le RPE il va être un peu emplafonné. Mais si on arrive à le tenir, c'est là où on tirera le maximum de bénéfices de la programmation. On travaille avec un gilet, soit pour les hommes de 9 kg, soit pour les femmes de 6 kg. Et très costaud, on a 75 keeping ou butterfly pull-up à faire dans le temps le plus court possible, sauf qu'il y a une contrainte très importante, c'est que toutes les minutes 30, on doit réaliser 15 mètres de walking lunges, 2 fois avec 2 dumbbells de 17,5 kg ou 12 kg pour les femmes. Et on peut éventuellement scaler, donc les pull-ups, on peut les scaler en half keeping pull-up ou des baby butterfly pull-up. Question, est-ce que ça démarre, le chrono est lancé, ça bip et on doit déjà commencer avec des lunges? Ou on a la première minute 30 pour envoyer de la pull-up? La première minute 30 ça fait plaisir. Ouais, la première minute 30 est libre. Et ensuite, vous enchaînez à chaque minute 30. Par contre, c'est pas quand on termine
les pull-ups qu'on compte 1 minute 30. C'est vraiment toutes Oui. les minutes 30 au sein du chrono qui tourne, où là, absolument, il faut faire les walking lunges. Donc là, il faut faire très attention à cette stratégie-là, puisque si vous vous cramez vraiment beaucoup trop, c'est-à-dire que vous arrivez à congestion et que vous n'arrivez plus à bouger de façon correcte, ça peut vite être délétère au niveau du respect de votre chrono, parce que vous allez à peine récupérer, avoir terminé vos lunges, que vous allez déjà devoir repartir sur de nouvelles lunges. Donc ça, c'est surtout, important. il y a une interférence en termes de grip entre les pull-ups où on tient la barre et les lunges. Exactement. Les lunges, c'est obligatoirement en suitcase. Oui, obligatoirement en suitcase. Donc c'est l'intérêt principal, l'un des intérêts majeurs de ce WOD, c'est aussi de travailler le grip et la contrainte mentale que ça va imposer. Clairement, c'est un WOD qui peut vous faire rentrer dans l'œil du cyclone assez rapidement. Voilà. Vous allez pouvoir voir ça dans un instant. Donc aujourd'hui, on est avec Gab et Eva qui suivent la prog déjà maintenant depuis 7 semaines. Et donc là, aujourd'hui, ça va être nos modèles pour la vidéo. Ils vont tester l'ensemble de la séance et moi, je ferai le WOD final avec eux. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de tous les conseils coaching que je vais donner sur la séance quand ils vont les réaliser. Et après, je ferai le WOD avec eux pour qu'il y ait plus d'émulation collective. Donc là, on attaque sur le bloc numéro 1, donc développement de l'explosivité et de la puissance. Gab, tu vas nous faire les démos. Donc la première minute, vous avez 5 med ball throws à réaliser, donc au sol à 6 kg. Okay, donc tu te positionnes au sol, sur le dos. Alors prends ton temps. Déjà, voilà, ce qu'il faut, c'est être bien ancré dans le sol, donc bien enraciner ses pieds. Ensuite, les coudes pas trop écartés, hein, vraiment à 45 degrés. On est bien compact, on essaie d'engager un petit peu les grands dorsaux, à baisser les épaules. Ok, j'inspire, je bloque la respiration. Inspire un max d'air. Et là, je vais pousser dans les jambes et dans les bras en simultané avec le maximum d'intention. Voilà, très bien. Le but, c'est de faire monter les hanches aussi. Voilà, exactement. Qu'on ait un transfert d'énergie du bas du corps vers le haut. Donc c'est pas mal. On essaie de mettre un maximum d'intention verticale et vous les réalisez les 5 sur la minute. N'oubliez pas la fragmentation, ça on en avait parlé. L'objectif, c'est vraiment maintenir la qualité. Ok ? Donc au cours de la minute, vous pouvez très bien faire une répétition, prendre 5 secondes de repos, une répétition, 5 secondes de repos. C'est beaucoup plus intéressant que d'enchaîner les 5 et que la 5e, elle ait beaucoup moins de jus que la première. Ok ? Donc là, vous êtes libre sur la fragmentation, vous le faites au ressenti, mais vraiment privilégiez l'intention et la qualité. Si vous sentez que vous perdez un peu, on prend un peu de repos. Ensuite, sur la deuxième minute, donc on enchaîne avec des single leg sprinter box jump. Donc là, le positionnement. Là, je vous ai mis 3 plates, c'est pas mal pour vos morphologies. Normalement, vous devrez être bien. Donc, on doit avoir le genou légèrement en avant, voilà, de la cheville. Là, on est pas mal. On fléchit un tout petit peu la jambe arrière, avance un petit peu ta jambe arrière. Ok, là on est pas mal, on a le bras arrière qui est bien loin et là ça va demander un petit peu de coordination, il va pousser très fort sur sa jambe gauche et en même temps faire monter la jambe droite en inversant les bras. Ouais, très bien. Pareil, au niveau de la respiration, j'inspire, je bloque la respiration et j'expire dynamique au moment où je pousse. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Super, on essaie de mettre un maximum d'intention de verticalité et ce qui est très intéressant là ici, c'est le travail du cycle avant, donc c'est vraiment la capacité à monter le genou très, très rapidement, ça vous en avez besoin, notamment pour avoir une foulée puissante en course à pied. Ok ? Donc single leg sprinter box jump, là vous en avez 2 plus 2, ok, sur la deuxième minute, 2 reps de chaque jambe. Ensuite, de la minute 2 à la minute 3, on passe au tirage. Donc là, on va être en bend assisted. Voilà, exactement. Donc là, pour que les gens comprennent, on le déleste d'une partie de son poids du corps pour pouvoir produire plus de puissance et plus de vitesse. Plus la charge est élevée, moins on peut produire de vitesse et de puissance. Donc là, en l'occurrence, on le déleste comme ça. Il va essayer vraiment de se projeter au travers des anneaux avec le maximum d'intention. Voilà. S'il se fait embarquer, c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de décélération possible. C'est-à-dire qu'on ne stoppe pas son intention. On met vraiment intention maximale. Ok ? Voilà, très bien. Et après, n'hésitez pas à adapter la résistance élastique en fonction de votre force et de votre puissance. Quelqu'un de très puissant n'aura pas forcément besoin de beaucoup de délestage. On regarde un petit peu la vitesse qu'il est capable de produire et la puissance, et en fonction, on adapte la résistance de l'élastique.
Donc là, vous aurez 5 répétitions sur la minute, okay, de la minute 2 à la minute 3. Et ensuite, minute 3 à 4, on est sur des broad jumps, donc des sauts en longueur, mais sans contre-mouvement, Gab. Donc tu fais ton appel, tu bloques en position basse et ensuite tu enclenches. Okay, et tu marques bien 1 seconde de pause. Bras bien haut. Tac. J'envoie les bras vers l'arrière, je bloque, j'explose. Ok, ouais, c'est pas mal. Alors, on va regarder juste un petit détail technique sur l'appel pour que les gens qui visionnent la vidéo comprennent. Ce qui est important, souvent, ce qu'on voit, c'est justement un très mauvais appel sur les bras avec des gens qui ont tendance à envoyer les hanches et le dos très bas sans fléchir les genoux. Donc, envoie les hanches et garde les jambes tendues. Vas-y, envoie les hanches vers l'arrière. Jambes tendues. Là, tu tends les jambes. Voilà, ça, c'est une erreur commune. Regardez, les genoux sont au-dessus de la cheville et ça va complètement désengager les quadriceps et il va pouvoir seulement pousser avec ses fessiers et son redressement du dos, ses érecteurs du rachis. C'est pas intéressant, nous ce qu'on veut c'est propulser. Donc là en l'occurrence, regardez son appel, il va bien le faire. Tu refais l'appel que tu avais fait tout à l'heure qui était pas mal. Vas-y, renvoie l'appel correct. Ok, là c'est pas mal. Le seul petit problème, c'est qu'il a un peu son poids du corps milieu de pied voire talon, donc il va chercher un tout petit déséquilibre avant. Reste dans la position, mais juste tu viens chercher, mets ton poids du corps sur l'avant. Ton poids du corps. Voilà, comme si tu allais tomber vers l'avant. Voilà, là on est bien. Donc son poids du corps est sur l'avant du pied, et là il va pouvoir propulser produire un maximum de puissance. Et là j'envoie. Ok, là c'est bien. Ok, tu as senti la différence? Ensuite, autre correctif. Vas-y, tu reprends. Voilà, remonte un tout petit peu tes hanches et creuse le bas du dos. Ok. Un peu ce qu'on retrouvait sur le ski erg. Normalement, si tu es bien placé, tu dois ressentir de la tension dans tes ischios et dans tes fessiers. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ok, voilà. Je ressens la tension ischio-fessier et là j'enclenche. Voilà. Si vous voulez produire un maximum de puissance, il faut absolument que votre moteur soit à la chaîne postérieure, puisque là on est sur de la projection horizontale. Donc on essaie de se concentrer sur le fait d'avancer les hanches à l'avant et de pousser dans le sol très fort. Ok, là on attaque, ils ont terminé le premier bloc, on attaque le deuxième bloc, donc dominante endurance de force, endurance musculaire. On va chercher à vraiment créer du ressenti donc, dans vos muscles. Sur les dips, j'aimerais que vous ayez un ressenti sur les pectoraux et les triceps. Okay, donc essayez d'aller chercher ce ressenti-là. Sur le front squat, j'aimerais que vous ressentiez au maximum vos quadriceps. Okay, donc Eva va faire la démo, on va regarder s'il y a des points techniques particuliers. Donc elle a l'habitude, elle pratique pas mal le front squat. Déjà le front rack, elle déraque sa barre, elle va pousser ses coudes vers l'extérieur au maximum et essayer de mettre un maximum de contact de son corps en contact avec la barre. Donc vraiment essayer d'ouvrir la cage thoracique. Ensuite elle va inspirer, elle va bloquer la respiration dans le ventre et elle va pousser ses genoux légèrement vers l'extérieur pour qu'ils restent bien dans l'axe de la pointe de pied. Elle descend doucement. Et quand elle arrive en bas, vitesse. Ok, on pense à souffler à la fin. Voilà, très bien, c'est bon. Nickel. Donc les petites erreurs à éviter, c'est la perte de tension en position basse, donc descendre trop vite et de se laisser écraser au niveau de la posture. Le front squat, c'est un exo postural, donc il faut vraiment se focaliser là-dessus. Le redressement du dos, l'avancée des hanches et de bien pousser les genoux vers l'extérieur, bien les garder dans l'axe de la pointe de pied. Ensuite, le dips. Donc là, ce qu'elle va chercher, c'est comme si elle voulait tordre la station de dips pour bien engager ses grands dorsaux. Surtout Eva, elle a tendance à avoir l'épaule qui part en avant sur son dips. Donc là, elle va descendre et essayer de garder un maximum de tension au niveau de son grand dorsal. Ensuite, elle descend doucement, voilà, et là, elle met de la vitesse. Impeccable, super. Donc là, voilà, l'erreur à éviter, ça va vraiment être
cette avancée de l'épaule, ce désengagement, ce décentrage tout simplement. Ok, donc ça, on essaie de le corriger au maximum. Gab, fais voir. Allez. Les- Le dip. Ouais, le dips. On va voir Gab qui a un meilleur engagement au niveau du grand dorsal. Voilà, il descend doucement. On voit que son épaule reste un peu mieux centrée. Donc ça, c'est l'objectif que vous devez avoir sur vos dips, quand même garder un maximum de centrage au niveau de l'épaule. Un petit conseil pour ceux qui ont tendance à décentrer comme Eva, essayez justement de faire du travail spécifique d'engagement du grand dorsal dans sa fonction d'abaisseur. Okay, donc vraiment des mouvements qui vont vous permettre de travailler cet abaissement de l'épaule par l'action du grand dorsal. Donc typiquement par exemple un press back bien exécuté. Voilà. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui regardent la vidéo et qui ont la même problématique qu'Eva. Vous êtes prêts ? Donc là, sur ce bloc, ce qui est très intéressant, c'est le format EMOM en lui-même. Donc, vu qu'ils ont 2 minutes pour réaliser un certain nombre de répétitions, donc là, en l'occurrence, c'est 8, ils peuvent fragmenter librement. Donc, c'est toujours dans un même objectif, c'est de maintenir la qualité de travail et d'augmenter potentiellement la charge qu'ils peuvent mettre sur les épaules, puisqu'en fragmentant, ça leur permet de mettre plus lourd. Donc, le format EMOM est très intéressant pour ça. Et c'est pas forcément unbroken. C'est pas forcément unbroken, c'est pas ce que je leur demande. En l'occurrence, c'est pour le maintien de la qualité, puisqu'on est quand même sur le front squat, un exo postural assez demandeur. Et puis surtout pour rajouter de la contrainte en termes de stress métabolique et stress mécanique. C'est vraiment augmenter la charge qu'ils peuvent supporter et aller se pousser un peu plus que si ils étaient obligés de travailler unbroken. Là, par exemple, Gab, il travaille à 80 kg. 85 maintenant. Il tient. Il n'a pas rajouté pour rien. J'ai fait 4 reps. Je divise en 2 cette fois-ci. Et tu divises en 2. Ouais, voilà, c'est bien. Donc 4 reps, il prend un peu de repos et après il relance sur 4 reps. Pour ceux qui connaissent, c'est comme s'il faisait des clusters, du travail de cluster, sauf qu'on est complètement différent. Vu que là, on est vraiment sur de l'endurance de force puisqu'ils ont quand même très peu de temps de repos entre les différents blocs. Ok, on part sur le 3e bloc. Donc 3e bloc, c'est encore un EMOM d'alternance entre du gluteum raises, donc GHR, cet exercice que va faire Eva, enchaîné avec des strict pull-up. Donc vous allez lester sur les strict pull-up. Gab, tu choisis combien ? 20 kg. 20 kg, donc ça commence à être pas mal. Et Eva 2,5 kg. Super progression également. Donc on commence à être bien aussi sur les pull-ups. Maintenant, l'objectif de cet exercice, le GHR, c'est les ischios, le développement des ischios, puisqu'on vient de travailler les quadriceps avec le front squat. Donc pour éviter les compensations en dos, il va falloir bien rétroverser le bassin. Donc Eva, tu vas te mettre en place. Voilà, là tu vas chercher à pivoter ton bassin. Voilà, rétroverser. Donc on contracte fessiers, abdos. Et ensuite, on descend en gardant bien l'alignement épaule, hanche, genou. On descend doucement jusqu'à la parallèle avec le sol. Tu fais descendre encore. Et là, tu mets la vitesse. Super. On pense à expirer à la fin du mouvement. On inspire à la descente, on expire à la remontée. Et voilà, 8 fois. Ensuite, on va regarder quand même les pull-ups. Gab, tu fais la démo ? Donc sur les pull-ups, on a fait un post Insta avec Robin il n'y a pas longtemps. Donc les erreurs à éviter, tu les avais regardées un peu, Gab ? Oui. Je vais vous montrer que j'ai fait l'erreur. On va voir si tu les as bien intégrés. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, super. Bien ? Ok, alors le seul petit défaut que je vois encore un peu sur ton geste, c'est que tu as tendance à ne pas favoriser vraiment l'abaissement, tu vois, de ton épaule, engagé en scapulaire. Essaie d'engager en scapulaire, donc à baisser tes omoplates avant de tirer. C'est la seule chose. Parce qu'il a des trop gros bras, ça. Ah ouais, Exactement, il utilise ses biceps. Ils Ouais. empêchent. Allez. Imagine, tu pars sur un scapula pull-up et ensuite tu enclenches. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Autre chose, essaie de mettre encore plus de tension abdominale, okay, comme si tu te mettais en holo.
et tu essaies de rester le plus vertical possible, ne pas t'éloigner de la barre. Ok, encore plus proche de l'axe vertical de la barre. Allez. Oui, voilà, très bien. Ok. On en profite pour vous faire un petit skill sur le butterfly pull-up. Donc vous le savez, c'est un mouvement assez particulier, c'est un mouvement spécifique au CrossFit. Pourquoi c'est un mouvement particulier? Bien, tout simplement parce qu'en fait c'est l'inverse du keeping pull-up. Keeping pull-up, au moment où mon menton est au-dessus de la barre, je suis en hollow, et quand je suis en bas, c'est le moment où je réarme mon mouvement, je suis en arche. Là, c'est un petit peu différent. Au moment où mon menton passe au-dessus de la barre en butterfly, je suis censé rebasculer en arche et relancer mon mouvement en bas en hollow. Donc le fait que le rythme soit l'inverse, ça peut créer petits soucis en termes de compréhension, des positions, timing. Donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle des tempo butterfly pull-up. En gros, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est effectuer une traction stricte. On va la faire au début à 90 degrés, marquer une pause, bien faire l'effort d'être en hollow quand on effectue cette traction. Et une fois qu'on a marqué la pause, on va volontairement relâcher un peu les bras, se laisser repartir en avant en arche, c'est d'aller au maximum en avant de la barre. Et surtout derrière, c'est pour apprendre à rebasculer en hollow, puisque c'est ça qui n'est pas évident sur le butterfly. Moi, quand je coach ce mouvement, quand je fais une parade, souvent, je suis obligé de mettre ma main devant les gens pour les obliger à repartir vers l'arrière, à bien presser et à engager les abdos. Donc, vas-y Alex, tu vas nous montrer. Donc, tu te suspends. Voilà. Là, ici, il fait sa rétro. Donc, tu peux remettre en position neutre. Voilà. Mets-toi un peu de côté, Gab. Filme-le là. Donc, tu vois, là, ses pieds sont sous la barre. Et là, juste le fait de faire la rétro, tout de suite, les pieds partent en avant de la barre. Tu effectues une traction à 90. Voilà. Et une fois qu'on est là, on marque une pause. Et là, il va essayer de se laisser partir devant. Voilà. Hop. Et de relancer. Super. Exactement. OK? Vas-y, on réessaye ça. Laisse-toi tomber un peu plus devant. Vraiment, laisse-toi tomber. En gros, vas-y, on va refaire. C'est pas grave, c'était bien déjà. Là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es vraiment tiré beaucoup en avant. Ouais, moi, ce que je veux, c'est que tu te laisses vraiment tomber. Okay. Comme si en fait, c'est une butterfly. Je dois tomber droit, par contre. Non, tu te laisses tomber un peu vers l'avant quand même. Ah, en fait, ce que je veux que tu fasses, c'est pas que tu me fasses un espèce de swing comme ça avec les bras à 90. C'est vraiment, tu fais ta traction, tu te tires en arche, tu te laisses tomber et boum, ça te refait revenir dans la position. Donc, vas-y, on stop, hollow. Tu tires. Et tu tires en avant, tu laisses retomber. Voilà, hop. Ah, exactement. Tu peux les enchaîner un peu plus vite. Hein. Voilà, et tu repars, hop. Ah, exactement, super. Ok, super, merci beaucoup. Donc là, on l'a fait avec une demi-amplitude. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ça évite des mouvements trop brusques, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui se font un peu mal sur ce mouvement au début, au niveau des épaules, parce que ça met une grosse tension. Et là, le fait de le faire avec une pause, automatiquement, ça décélère un peu le mouvement, ça évite qu'on s'arrache complètement les tendons. On peut refaire la même chose après en partant avec le menton au-dessus de la barre. Mais c'est le même principe. Rétroverse, voilà, super. Tu tractes et là, boum, en avant de la barre. Oh, vas-y, tu peux vraiment, avec ton menton, tu viens vraiment regarder le plafond si tu veux même. Tu vois? Voilà, exactement. Et on bloque, voilà, super. Et vous avez vu, il s'est corrigé. Première répétition, il avait un balancier. Deuxième répétition, il a vraiment verrouillé le mouvement, il a vraiment contrôlé son corps dans l'espace et ça a été beaucoup plus facile pour repartir. Alors, on attaque le WOD, donc 4 time, sans time cap, RP 8,5, on travaille avec gilet, vous avez tous les deux le gilet. Eva, tu as un gilet de 6? Oui. Ouais, ok. On a 75 keeping ou butterfly pull-up, donc là, la stratégie à adopter, ça dépend vraiment de votre niveau en pull-up. Okay. Combien vous êtes capable de faire en unbroken? Moi, ce que je vous conseille, quoi qu'il arrive, c'est de vraiment partitionner dès le début. Même si on est extrêmement bon, il n'y a que 1 minute 30 sur la première minute 30 pour cumuler de la rep. Il vaut mieux ne pas se cramer et faire des petits blocs. Vous faites une série de 10 ou une série de 15 ou une série de 5, mais vous multipliez les blocs avec des petits temps de répit.
la grosse congestion. T'es tout jaune. Ah, tu m'étonnes. Ah, t'es jaune là. Ouais. Ça se voit pas à la caméra, mais vraiment t'es tout jaune. J'ai tout le senti. On dirait un Simpson là. Ah, c'est impressionnant, je te jure, à la caméra ça se voit pas, mais ouais, t'es tout pâle. Ah, mais laisse tomber. Tout pâle et jaune en même temps, c'est trop bizarre. Voilà, rapproche-toi de la barre à chaque fois. Oui, c'est ça. Allez. Let's go, ça repart. Terminé? Joli. Bravo. Magnifique. Combien? 4,26. Solide. Bravo. Ça va tout le monde. Ouais, c'est bon. Je crois, faut que je vérifie. Je sais plus le temps exact. Allez, va. Allez, on voit bien les hanches. Colle à la barre, allez. 2, Yes. 3, Encore. 4, Mets de la puissance. 5, yes. Oui. 10,08. Bien joué. Bravo. Bien joué, va. Bon, petit débrief à chaud. Maintenant que, d'ailleurs, très à chaud pour Eva, elle vient juste de terminer. Donc, je vais commencer par Gab. Comment tu as senti le WOD? Comment Dur. tu l'as vécu? Le grip très compliqué. Ouais. J'ai pu faire 40 au début. Ouais. Je suis monté à 59 le deuxième tour. Ouais. Et j'ai terminé à 75 à 4,26. Ok. Ouais. Ouais, propre. Donc je suis passé 2 fois au lunch. Ouais. Et toi, c'était le grip? Ouais, moi, c'était pareil. Ça a été le grip qui m'a limité parce qu'en soi, le mouvement sur les pull-ups, sur les butterflies, ça allait fluide. Le cœur aussi, ça tenait. Donc, j'ai fait un premier break à 30 pour essayer de m'économiser. En fait, j'ai senti que j'étais bien, donc je suis allé pousser jusqu'à 33 avant la première minute 30. Et après, j'ai terminé mes 12 dernières après les lunges. Donc voilà comment je l'ai breaké. Mais c'est clairement le grip qui a été limitant. Et heureusement que j'avais les maniques. Parce qu'en soi, sans les maniques, je pense que je faisais un temps bien supérieur. Ouais. Et Eva, comment tu l'as vécu? Moi, au premier tour, j'en ai fait 21. Ouais. Parce que je savais qu'après, ça va être beaucoup moins. Ouais. Ce qui m'a limité, c'est clairement les fentes. C'était Ouais, bah oui. et le grip, ouais, je l'ai senti vers la fin, mais pour moi, ce qui m'a bloqué, c'était les fentes. C'était vraiment les fentes dès le début. Non, pas après le troisième tour. Après le troisième tour, ok. Ouais, donc typiquement, on a ce qu'on disait tout à l'heure avec Robin. Donc elle est arrivée dans l'œil du cyclone, en gros. C'est que elle mettait tellement de temps à réaliser ces 15 mètres de lunges qu'elle repartait. Elle avait même pas 30 secondes pour prendre son souffle et enchaîner sur quelques pull-ups. Donc là, Un route de lunch quoi. voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Donc là, dans ce cas-là, à la moitié du temps, je lui ai conseillé d'enlever son lest et de continuer la partie lunges sans le lest. Et ça lui a permis de finir le WOD en combien de temps au total? 10,08, voilà. Globalement, essayez de faire en sorte que ce WOD ne dure pas plus de 15 à 20 minutes. C'est largement suffisant. Maximum 15 minutes d'effort. Si jamais vous sentez que vous êtes vraiment dans le rouge ou dans l'œil du cyclone, hop, on baisse la charge. Soit on enlève les dumbbells, soit on enlève le gilet de lest, soit on enlève les deux, en fonction de votre niveau. Alors bon, si ce contenu vous a plu et que vous avez envie de retrouver ce genre de séance dans vos entraînements, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien en bas de la vidéo de la programmation. Et surtout, n'hésitez pas, c'est accessible à tout niveau quasiment, intermédiaire, confirmé surtout, avec des objectifs d'être les athlètes les plus complets possibles. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne PowerCamp et à mettre un j'aime. Ça nous aide pour le référencement. Et ben voilà, j'ai rien à dire, c'est parfait. Bien joué, merci beaucoup. Allez, à bientôt tout le monde, salut. Boum. Ciao.